Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Dans Flashback cette semaine, nous recevons le cinéaste Marc Caro pour l'exposition Caro Jeunet qui a lieu à la Halle Saint-Pierre à Paris. Qui c'est celui-là? Tiens, Sully. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages? Qu'est-ce que c'est? C'est le détecteur de conneries. Fous-le-moi! Qu'est-ce qui vous a valu d'être expédié dans cette antichambre de l'enfer? C'est un très joli soir. Un joli soir, Tété. Réussi le cauchemar, celui-là. Que fais-tu dans mon rêve? Suivez les flèches bleues, monsieur Cacampois. C'est moi l'original. Si tu retrouvais une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor. Qui a volé le rêve de l'enfant? C'est vous qui m'avez téléphoné? Qu'est-ce que tu dis? C'est l'anniversaire d'Irvine. C'est un fantôme. Il n'apparaît que sur la surface sensible de la pellicule photographique. Secteur 3/4. T.S. Pivot. Un conte de feu. Il n'a aucune blessure. Il respire normalement. Je sens déjà une larme perlée. What's inside me? Elle serait pas en train de nous tomber amoureux. Tu parles d'un album de famille. Le truc est ici, mort. Chez nous. Le truc est chez nous. Ah, tiens. Justement, c'est comme dans la danse. On y va, hein? Ils ont bousculé le paysage du cinéma français grâce à leur univers singulier et inventif, peuplé de bizarreries, côtoyant l'humour, la poésie et la noirceur. Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet sont à l'honneur avec l'exposition Caro Jeunet qui se déroule à la Halle Saint-Pierre à Paris jusqu'au 31 juillet 2018. On se replonge avec délectation dans les images des films du célèbre tandem, Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus en tête, à travers de nombreux objets, photos de tournage, dessins préparatoires, extraits de storyboard. Un bricolage à quatre mains que l'on évoque avec Marc Caro, notre invité. Marc Caro, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Alors, comment vous est venue l'idée d'exposer votre univers à la Halle Saint-Pierre, au cœur de Montmartre? Il y a eu un peu deux phénomènes qui sont produits un peu concomitants, comme on dit. Un, Jean-Pierre avait accumulé pas mal de choses dans son bureau, et chaque fois que des visiteurs passaient à son bureau, il disait « Ah, c'est super, faudrait le montrer à plus de gens ». Donc ça a mis une petite graine dans la tête de Jean-Pierre de se dire si on pouvait faire une exposition, ce serait super. Et moi, parallèlement à ça, j'ai un ami qui m'avait fait une petite exposition de dessins, de sculptures, de trucs plus ou moins liés à la bande dessinée et au cinéma à Carpentras. Et Jean-Pierre, qui est souvent en Provence comme ça, était venu la voir. Et voilà, c'est un peu les deux trucs qui nous ont donné envie d'exposer. Parce que moi, j'aurais jamais pensé exposer quelque chose. Déjà dans le musée, je me disais peut-être que après ma mort, on verrait. Mais de mon vivant, ça fait bizarre. Puis on a eu la chance que Jean-Pierre soit aussi voisin, vu qu'il est à Montmartre, de la Halle Saint-Pierre. Il a fait cette proposition à Martine Luzardi, la directrice de la Halle Saint-Pierre, et qui a dit banco tout de suite. Donc nous on est plutôt fiers. Le seul autre artiste, entre guillemets, enfin pas pour lui, mais qui a été exposé et qui a des liens avec le cinéma à la Halle Saint-Pierre, c'est Guy Guerre. En effet, le créateur d'Alien, qui avait été exposé il y a une dizaine d'années, oui. Donc ça crée des liens, quoi.
Et puis il y a aussi, moi j'avais beaucoup aimé ce qu'avait fait Hey, et il y a eu plusieurs expos de Hey, c'est une revue faite par Ankama sur un peu tout le graphisme, les tatouages, tout le nouveau dessin un peu underground américain et français, quoi. Alors, dans l'exposition, on peut voir beaucoup d'objets et de machines issues de vos films. Je pense notamment, par exemple, à la valise à Optacon de la Cité des Enfants Perdus. Alors, des objets conçus par vous et par Jean-Pierre Jeunet, mais aussi par des artistes que vous affectionnez, comme Charles Maton et Renan Jim Sevlek. Vous les aviez tous conservés précieusement, parce qu'on est quand même assez impressionné de cette foultitude d'objets. Alors, il y a deux trucs. Il y a des choses, moi, que j'ai dessinées et qui après ont été créées pour les films. Ça, c'est par exemple le cas pour la valise des Optacons, les Optacons, des choses comme ça. Par contre, pour les autres œuvres, c'est Jean-Pierre collectionne un peu des œuvres comme ça. Et il les a utilisées, c'était des œuvres préexistantes qui ont été utilisées dans ses films. C'est ce qui a d'ailleurs créé le lien et un peu l'opportunité de pouvoir exposer aussi à la Halle Saint-Pierre, parce que ce sont des artistes qui ont été exposés à la Halle Saint-Pierre et Jean-Pierre les avait découverts à cet endroit. Voilà, il y a un peu un genre de panel comme ça, des films qu'on a fait ensemble avec Jean-Pierre et puis aussi les films qu'il a fait tout seul où il a utilisé ces artistes-là. Moi, j'avais une question quand même, parce qu'il y a la rencontre de deux cerveaux. Alors, est-ce qu'il y a des idées qui sont vraiment des idées qui sont nées de l'alchimie de vos deux cerveaux, à Jean-Pierre Jeunet et à vous, et dans ces cas-là, comment ça fonctionne, quoi? C'est toujours une genre de partie de ping-pong comme ça, quand on travaille à plusieurs, soit à deux, soit à trois, hein, parce que pour les scénarios, on était trois. C'est toujours une partie de ping-pong, un genre d'immense brainstorming, soit bicéphale, soit tricéphale parfois. Ce qu'on disait à une époque, c'est que dans la Cité des Enfants Perdus, il y a une séquence où il y a les deux sœurs siamoises là qui font la cuisine ensemble à quatre mains. Et nous, c'était un peu une petite analogie avec comment on pouvait faire nos films, quoi. Alors, lorsque l'on contemple l'exposition, on voit bien le travail préparatoire assez impressionnant de vos films, et on a vraiment l'impression que rien, mais absolument rien n'était laissé au hasard, avec notamment un souci minutieux du détail. Et pour le coup, on se demande, quand on voit les acteurs que vous aviez aussi dans vos films, on ne va pas tous les citer, mais ils sont quand même certains très prestigieux, quel espace eux avaient, quel espace de liberté avaient-ils dans cette organisation très précise, hein? Alors, tout l'aspect visuel comme ça est très contrôlé, les coiffures, les costumes, les maquillages, etc. Donc, dans ce cadre-là, ils ont vraiment un aspect graphique qui est vraiment dessiné, hein. Avant, on voit pour les costumes, les décors et tout ça. Comme on fait un cinéma qui est quand même complètement ancré dans l'imaginaire, on est obligé de tout créer. Nous, on n'est pas un cinéma réaliste, hein, donc on est obligé de tout fabriquer en studio. On suit une tradition comme ça qui est issue de Georges Méliès, hein, et puis qui après s'est traduit dans les films aussi de Carnet, de Cocteau, etc. Et donc il y a cet aspect visuel comme ça qui est notre touche, hein, à Jean-Pierre et à moi, mais après les comédiens incarnent. On les choisit parce que quand on les voit répéter, quand on fait notre casting et tout ça, on voit s'ils incarnent complètement le personnage. Par exemple, Jean-Claude Dreyfus dans Délicatessen n'était pas du tout venu au départ pour interpréter le boucher. Il était venu pour un autre personnage, et puis c'est en le voyant répéter pour ce personnage, on s'est dit non mais attends, lui sera 1000 fois mieux. On a vu devant nous apparaître le boucher alors qu'il n'avait pas le costume et tout ça. Après, un film c'est un tout, donc et les costumes et l'acteur et l'environnement et la musique et tout ça vont dans le sens de l'histoire qu'on veut raconter. Le style en effet est prépondérant dans vos films et particulièrement dans La Cité des Enfants Perdus où vous avez développé alors ce que vous avez appelé, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez appelé comme ça, le steampunk, qui est une sorte de rétro-futurisme qui a vraiment marqué, et je pense qu'il marque encore même les générations de cinéastes qui ont suivi et qui était vraiment un peu une révolution dans le cinéma français, faut bien le dire. Est-ce que ça c'est un univers que vous aviez en vous dès l'origine? Alors tous les films, moi en tout cas que j'ai pu faire ou qu'on a fait au début ensemble avec Jean-Pierre, sont des films rétro-futuristes, hein. C'est vrai qu'ils sont censés se passer dans un ailleurs, et même peut-être dans un demain, mais avec de très grosses références et visuelles et
culturel et musical et tout ça, qui va emprunter à beaucoup de choses du passé, de notre cinéphilie, de beaucoup de choses. Donc je pense pas qu'on soit les inventeurs de ce truc-là. Il y a d'autres films qui ont aussi exploré ce genre de choses-là, mais c'est vrai que, en tout cas en France, on a quand même été dans les premiers à faire ce truc-là, parce que le Bunker, ce qui est déjà comme ça, le Bunker de la dernière rafale, c'est un film qu'on a fait dans les années 80. On n'était pas nombreux à aller dans ce style-là. Mais bon, moi ça me semble un petit peu naturel, parce que avant de faire vraiment du cinéma, j'ai fait pendant plusieurs décennies de la bande dessinée à Métal Hurlant, à Charlie Mensuel, dans des revues comme ça, où l'aspect graphique, visuel était très important. Et vous dites vous-même que vous avez été influencé pratiquement dès le début par les feuilletons de Jules Verne, les films de Méliès, vous en avez parlé, un cinéma de l'imaginaire, et c'est ça qui a, je pense, aussi beaucoup marqué et qui impressionne encore aujourd'hui, mais qui, dans les années 80, était quand même compliqué, j'imagine, d'imposer dans un pays qui, même encore maintenant, est encore pris sous le sceau de la nouvelle vague. C'est quelque chose. Vous avez dû batailler pour mener à ces projets à bien, notamment Délicatessen. La bataille, elle est toujours là. Je pense. Elle n'est pas gagnée. Elle n'est pas gagnée du tout. Pour regarder la cinématographie française, elle est quand même très éloignée. Elle a toujours été. C'est étrange. J'ai pas encore complètement compris le pourquoi du comment, mais le fantastique, l'imaginaire et tout ça a quand même tout le temps été très marginal. Quand on voit un peu les cinématographies, genre de Marcel L'Herbier, Jean Epstein, Cocteau, Franju, enfin on en a une tripotée de gens qui ont vraiment Carnet, Prévert et compagnie. Ça a souvent été un peu marginal. Vous voyez le nombre de films qu'ils ont fait, et ils en ont fait beaucoup moins que des cinéastes beaucoup plus réalistes. Donc je sais pas, autant c'est très dans les mœurs dans les pays anglo-saxons, autant en France c'est pas gagné quoi. Et maintenant c'est encore pire, j'ai l'impression. Alors que les grands succès mondiaux, internationaux, c'est quand même beaucoup de films fantastiques, science-fiction, etc. Les Star Wars, les Seigneurs des Anneaux, Harry Potter et tout ça, c'est quand même... Oui, mais vous avez réussi à avoir à porter cet imaginaire à l'écran tout en signant des œuvres très très personnelles, avec même des thématiques aussi. Je disais tout à l'heure en préambule de l'interview qu'il y avait en effet de l'humour dans vos films, il y a aussi une vraie noirceur. C'est quelque chose auquel vous teniez, ça, j'imagine particulièrement. Alors, oui. De toute façon, ce qu'on revendique vraiment, nous, c'est cette filiation avec l'art forain aussi, puis avec les contes, les mythes, les légendes et tout ça. Et nos films sont à chaque fois des contes. C'est pour ça qu'il y a tous ces objets-là qui sont assez importants, parce que dans tous les contes, il y a les bottes de 7 lieues, il y a les chaussons de verre, il y a toujours les clés de Barbe Bleue, etc. Il y a toujours des objets comme ça très symboliques. Donc, je pense qu'il y a une vraie cohérence. Et c'est vrai qu'on a aussi une vraie identité française dans l'imaginaire, quoi. C'est vrai que nos films ressemblent assez peu à des films américains. Et alors justement, vous parliez d'objets, il y en a donc de nombreux à voir dans l'exposition. Est-ce qu'il y en a un en particulier? Est-ce qu'il y en aurait un qui est votre préféré, dans lequel il faut absolument se jeter quand on arrive dans l'exposition? Est-ce qu'il y a un objet fétiche pour vous? Il y en a un que j'aurais adoré qu'il soit exposé, mais il a disparu. Je sais pas si quelqu'un l'a récupéré quelque part, mais c'était un objet qui était dans Délicatessen qui s'appelait le détecteur de conneries. Et celui-là, je me disais... Oui, c'est dommage, vraiment... Oui, il était super, et puis c'est tellement utile ces temps-ci que je regrette qu'il ait disparu. Mais autrement, non. Moi, j'ai un objet comme ça, là, et en plus il trône un peu au milieu de l'expo, c'est vous savez, ce cerveau, c'est un personnage. Oui. Voilà. Avec la voix de Jean-Louis Trintignant. Ouais. Voilà, et celui-là, j'ai vraiment une affection très particulière pour lui, parce que moi, je l'ai dessiné en 82, et il a pu exister, il a pu se concrétiser comme ça qu'en 95. On a tourné le film, ça s'est concrétisé, qu'on a vu apparaître le personnage devant nous. En tout cas, pour moi, c'était un grand moment, quoi. Est-ce que finalement, en vous entendant, on se dit pas que vous avez exploré toute une veine de cinéma français qui est un cinéma populaire, finalement, mais qui n'est pas du tout la voie
qu'a pris le cinéma populaire majoritaire, et est-ce que c'est pas finalement un peu dommage, parce que vous avez voilà, à un moment on est à la croisée des chemins, on sait qu'il faut faire du cinéma qui est accessible au plus grand nombre, et vous faites un choix qui est quand même à mon avis un choix de cinéma qui est quand même vraiment populaire, mais qui est très particulier, et finalement on part dans une autre direction. Est-ce que ça vous donne pas une forme de regret, ça? Moi, le regret que j'ai, c'est un peu le regret que j'ai eu quand le cinéma italien a disparu. Je trouve qu'on prend un peu la même voie, on va vers une berlusconisation comme ça du cinéma, qui est maintenant principalement financé par la télévision, et je trouve qu'il y a une genre de perte de diversité. Moi, j'étais quand même vraiment super content quand, par exemple, au cinéma italien, il y avait des westerns, des péplums, du Visconti, du Pasolini, du Dino Risi, du Fellini, qui a quand même des points communs avec vous. Voilà, il y avait tout un mélange, une diversité absolument formidable. On a eu ça aussi à une époque en France, avec des auteurs absolument formidables, et des KPDP, des polars, des choses comme ça. Et là, maintenant, quand on dit populaire, c'est de la comédie, quoi. Comédie à la française. Et je trouve que c'est vraiment un appauvrissement. J'espère que, à travers les nouveaux supports, à travers les séries web, à travers le cinéma virtuel qui est en train d'arriver, tout ça, on va pouvoir explorer tous ces univers de l'imaginaire. Eh bien, Marc Caro, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Flashback. Donc, je rappelle que l'exposition Caro Genet est à découvrir à la Halle Saint-Pierre jusqu'au 31 juillet. Donc, vous avez quand même un petit peu le temps toute l'année. Et puis, je précise également que plusieurs de vos scénarios ou scénarii écrits donc par vous sont édités aux éditions Leitmotiv, dont l'inédit 100 degrés au-dessus de zéro. Un projet, on le découvre dans l'exposition, que vous n'avez pas pu réussir à faire aboutir dans les années 80, mais dont on retrouve, je crois, quelques résurgences dans Délicatessen. Oui, tout à fait. Par exemple, la scène de la salle d'eau là, qui se vide et tout ça était au départ dans 110 en dessous de zéro. Et bien voilà, donc tout cet univers est à évidemment découvrir et redécouvrir à la Halle Saint-Pierre. Et bien, écoutez, attendez pas trop longtemps, parce que quand c'est des expos comme ça qui durent une éternité, souvent on se dit j'ai le temps, et puis au bout d'un moment, paf. Eh bien non, alors donc précipitez-vous plutôt à l'exposition. Et puis quand même, c'est quand même le quartier idéal pour faire un pèlerinage sur pas mal de lieux de vos films. Il y a tout ce qu'il faut là. Tout à fait, il y a tout ce qu'il faut dans le voisinage. Y compris l'épicier d'Amélie Poulain qui est juste à côté. Voilà, vous pouvez aller acheter à manger là-bas et après venir visiter l'expo. Et ben voilà, un très bon programme. Merci beaucoup Marc Caro d'avoir été avec nous. Merci. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.